C'est par la commune de Fontainebleau que nous vous proposons de débuter notre voyage. Nichée dans un écrin de verdure, la capitale du cheval est réputée pour son immense forêt de 20 000 hectares et son magnifique château, lieu de villégiature de tous les rois de France. Pour découvrir tous ces trésors, Christiane sera notre guide. Allemande d'origine, elle est tombée littéralement amoureuse de la région il y a plus de 20 ans. Pour moi, la Seine-et-Marne, c'est magique. C'est quelque part le territoire rêvé entre ville et campagne, entre nature et culture. Enfin, vraiment, ici, je retrouve tout. L'un des joyaux de ce parfait mélange n'est autre que le château de Fontainebleau. Il est la fierté de tous les Bellifontins et attire la curiosité de plus de 400 000 touristes chaque année. Simple résidence de chasse au Moyen-Âge, ce petit bijou de la Renaissance va devenir au fil des siècles un immense palais royal. Pour en découvrir les secrets, Christiane retrouve Kevin, guide intarissable sur l'histoire du château. Le guide aujourd'hui. Bienvenue au château de Fontainebleau. Merci. Bienvenue. Magnifique site. Magnifique site. Découvre Voilà. cette on est étendue vraiment d'eau. idéalement placé ici, Ouais. avec une vue sur le château. En quelque sorte, c'était la villégiature des souverains de France. C'était le lieu où on fêtait, le lieu où on prenait du plaisir. Voilà, c'est vraiment ça qui fait en fait la marque du château de Fontainebleau. Vous êtes quand même dans l'un des plus gros châteaux français, mais qui n'est pas trop proche de Paris, pas trop loin non plus, et qui sera toujours synonyme dans l'esprit des rois de chasse, de musique, de festins et de festivités dans leurs ensembles. On vient à Fontainebleau, non pas pour la politique, mais pour les arts et pour la culture. C'est vraiment ça qui fait la différence. Pour mieux comprendre les origines de Fontainebleau, Kevin emmène Christiane sur un lieu un peu particulier, à l'abri du regard des touristes. Nous voilà enfin Sur les rochers. à peu près à l'endroit de la fameuse fontaine. Et on peut dire que l'anecdote de Kevin a du chien. Donc en fait, c'est ici tout simplement qu'a commencé l'histoire du château de Fontainebleau. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle, un chien de la meute royale va trouver, ici même, on était à la base au fond d'une forêt, une source d'eau. Et ce fameux chien s'appelait Bliot. D'où le nom de Fontainebleau, qui un jour deviendra Fontainebleau. Alors évidemment, il ne faut pas trop dire aux habitants de la ville que le nom du château vient d'un chien. Ils ne sont pas toujours très contents de savoir ça. Grâce à toute cette eau, 130 hectares de parc entourent le château. Les rois y organisent fêtes et spectacles de pyrotechnie. Ce grand jardin à la française, dessiné par le nôtre pour Louis XIV, est devenu le plus grand parterre d'Europe. Le fameux grand parterre. Ah oui. Il faut vraiment en plus imaginer que quand la cour arrivait du sud, des châteaux de la Loire, la première vision qu'on avait de Fontainebleau, c'était ça. On dirait que Voilà. tous ces bâtiments-là Ouais. ne datent pas de la même époque. Et c'est vrai qu'on a une certaine évolution un petit peu ici, Ouais. notamment des bâtiments d'Henri II, d'Henri IV et de Louis XIII. On a quand même la chance d'avoir à Fontainebleau le dernier château français qui présente, encore visible dans l'architecture, dans les jardins et dans les décors, 8 siècles d'histoire. Alors évidemment, livre d'histoire. un livre d'histoire. François Ier est le souverain qui écrira la première page du destin de Fontainebleau dans ce grand livre d'histoire. Voilà, on se trouve enfin dans la galerie François Ier. C'est la galerie qui fait parler du château de Fontainebleau en général. C'est l'un des tout premiers témoignages de la Renaissance française sur le territoire. Amoureux des lettres et des arts italiens, François Ier veut faire de ce palais une nouvelle Rome. Pour cela, il va faire venir des artistes italiens renommés. Léonard de Vinci, Rousseau, Primatis, Dell'Abate. Les peintres forment un nouveau courant artistique qu'on appellera l'école de Fontainebleau. Cette somptueuse galerie, immense allégorie du roi, en est le plus beau vestige. Alors, évidemment, le but premier de cette galerie, c'est asseoir la puissance du roi. François Ier veut montrer combien il est l'ami des arts, de la culture et surtout le souverain des Français. Cette fresque, qui est probablement l'une des fresques les plus connues de la galerie, nous représente François Ier. Mais où est-il, Christiane? Eh bien, ça devrait être ce qu'on voit le plus, c'est-à-dire l'éléphant. C'est donc l'éléphant.
Mais oui. le plus gros animal terrestre. En l'occurrence, un éléphant blanc, la force, la sagesse. Petit détail, ils n'avaient jamais vu d'éléphant à l'époque. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est travailler sur descriptions écrites. Résultat, Bien, les oreilles sont un petit peu à l'envers et le pied de l'éléphant est un peu étrange aussi. Les successeurs de François Ier vont eux aussi vouloir laisser à tout prix une trace de leur passage dans le château. Pour mieux s'en rendre compte, Kevin fait prendre de la hauteur à Christiane. On retrouve sur les cheminées les F de François Ier, on retrouve également le H de Henri II, et dans les chapiteaux en face de nous, on a un H entrelacé avec un M. Alors H&M, pas du tout le magasin, c'est Henri IV et Marie de Médicis. Henri IV, c'est vraiment le souverain qui va être le grand bâtisseur de Fontainebleau et surtout va agrandir le château de presque 600 pièces en à peine 8 ans. C'est énorme. Un sacré espace pour organiser des fêtes dans le château. Sous Napoléon Ier et son neveu Napoléon III, les empereurs vont eux aussi pousser les murs pour faire de Fontainebleau un haut lieu culturel en Île-de-France. Alors, on est dans les faces cachées du château. Dans les coulisses de l'histoire. Dans les coulisses de l'histoire. On va maintenant découvrir le petit bijou du château de Fontainebleau. On va rentrer dans le théâtre impérial. Oh, Allez-y, Christiane. oh là là. Et ce qui est frappant quand on rentre, on a cette impression géniale, un peu comme si le temps s'était arrêté. C'est ça, exactement. Parce que la grande nouveauté avec la restauration de ce théâtre, c'est qu'on n'a pas refait à l'identique les choses, on a gardé des décors d'époque qu'on a simplement un peu retravaillés. La soie capitonnée et les tapisseries sont restées dans leur jus depuis 1856. Restauré il y a seulement quelques mois, ce magnifique théâtre peut se visiter et accueillera peut-être dans le futur des représentations comme celle qu'aimaient voir Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors, on va jouer que des comédies. Napoléon Ier était un peu ennuyeux, il aimait Shakespeare, il aimait Corneille. Eugénie dit à son mari, ton oncle est bien gentil, mais moi je veux rigoler. Donc on ne va jouer que du vaudeville, et on va jouer des pièces musicales, on va jouer du Marivaux, un peu de Rameau, du Musset. Donc il faut imaginer la cour, 450 personnes. Sur le parterre, nous avons les officiers, les militaires, qui sont un peu bruyants, ces jeunes hommes, donc on les laisse en bas. Première baignoire pour l'empereur, l'impératrice, la famille proche, les hommes politiques, les artistes, les hommes de culture. Premier balcon pour le reste de la cour. Et enfin, vous avez les niches grillagées que vous avez là-haut. En français, on appelle ça poulailler. Alors, c'est très simple. Vous n'avez pas l'argent pour vous payer une tenue de soirée, donc vous restez caché derrière les grilles. On sait très bien qu'à l'époque, 30% du spectacle, c'est sur la scène, 70%, c'est dans la salle. On vient pour médire sur la cour. Mais c'est surtout un spectacle qui marqua à tout jamais l'histoire du château de Fontainebleau. Il eut lieu non pas dans le théâtre, mais dans la cour, en haut de cet escalier de fer à cheval, sous le règne de Napoléon Ier. Magnifique lumière. Eh oui. Voilà, Christiane. Donc on termine notre visite, comme il se doit, dans la cour d'honneur, qu'on appelle la cour des adieux. Donc le 6 avril 1814, Napoléon a signé son abdication dans les grands appartements. Il n'a pas vraiment le moral, il renonce à un empire très grand. Alors Christiane, essaye d'imaginer la scène. On est le 20 avril 1814, il est 15h30. Napoléon ouvre la porte comme on vient de le faire. Il pleut à torrent. Il descend l'escalier, devant lui, 300 grognards, 6 généraux, quelques valets de pied. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Je quitte la France. Vous, mes enfants, mes fils, que j'ai toujours trouvés sur le chemin de la gloire et de l'honneur, j'aimerais vous serrer contre mon cœur. J'embrasse votre drapeau, que ce baiser passe dans vos cœurs. Il embrasse le drapeau et il quitte Fontainebleau définitivement, avec encore à l'esprit cette phrase géniale « Fontainebleau, c'est la demeure des rois, c'est la maison des siècles ». Si les rois de France se plaisent tant à venir à Fontainebleau, c'est parce qu'à seulement 60 km de Paris se trouve le plus grand terrain de chasse de la région. Une gigantesque forêt de plus de 20 000 hectares. Aujourd'hui, elle est le paradis des randonneurs, des cyclistes et surtout des grimpeurs qui viennent s'entraîner sur ces immenses blocs de grès
qui composent la forêt. Classée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, Fontainebleau attire plus de 17 millions de visiteurs chaque année. Pour comprendre l'immense biodiversité qui habite la forêt, Christiane retrouve Claude, ancien forestier de l'Office national des forêts. Temps potable là pour faire Ah cette oui, petite pas tournée mal, autour de la ouais. mare. Ah, c'est un endroit que j'adore ici. Bien sûr, il connaît le bois comme sa poche, mais il y a un endroit qu'il affectionne particulièrement, la mare aux fées. Ah, c'est un endroit magique là. Quand il fait un peu plus frais, souvent sur les mares comme celle-ci, sur cette mare de Platière, il y a de la brume. Et c'est vrai que le matin, des fois, on peut avoir de jolies bandes de brume qui sont sur ces mares-là. Et ici, en particulier, on a observé ces voiles de brume et puis après, un peu de poésie, un petit peu d'enchantement autour de cette mare, un petit peu d'imaginaire. Et on a comparé ces voiles à des voiles de fées, d'où le nom de mare aux fées. Alors après, en termes de biodiversité, bon, c'est exceptionnel. On a plein d'espèces qui viennent là-dedans. On a des batraciens, bien sûr, grenouilles, crapauds, etc., des tritons. Et les chauves-souris qui viennent chasser tout en périphérie de cette mare parce qu'on a énormément d'insectes qui viennent voler dans cette mare. Bah tiens, une libellule. Voilà, une libellule qui est en train de voler, tout à fait. Elles sont belles. C'est beau, hein, ça. Ah oui, c'est joli. Ça, c'est un insecte Ah, absolument mon Dieu. superbe. Ah, c'est magnifique. Là, il y a un oiseau qui est en train d'arriver. Ah oui, oui. Plus de 6000 espèces animales ont choisi comme demeure la forêt de Fontainebleau. Et côté flore, certains arbres ont acquis une importante célébrité. Situés sur le domaine de Franchard et identifiés par un point bleu, ces pins ou ces chênes dits remarquables ont tous des anecdotes croustillantes à raconter aux visiteurs. Bel arbre. Très joli. Bel hein. arbre. Ouais. Chêne Georges Sand, Ah, point bleu. Ah oui. Georges. Ah ben Georges. Alors chêne Georges Sand, pourquoi? Parce que Georges Sand et Alfred de Musset sont venus se murmurer des mots doux à l'oreille sur ce site de Franchard qu'ils ont prisé ou sur lequel ils sont venus à maintes reprises. Je crois que elle est revenue avec d'autres amants, d'après ce que j'ai pu comprendre. Comédien, sculpteur, et toujours à Franchard. Au XIXe siècle, la forêt de Fontainebleau devient également une formidable source d'inspiration pour les artistes. À l'époque, les paysages naturels reviennent à la mode dans la peinture française et Fontainebleau est l'endroit préféré des peintres parisiens. Barbizon, un petit village de bûcherons situé en bord de forêt, va alors se transformer du jour au lendemain en haut lieu de la vie artistique dans la région. La Grande Route depuis Paris et l'arrivée du chemin de fer en 1846 facilitent l'arrivée en masse de peintres comme Camille Corot, Théodore Rousseau ou encore Jean-François Millet. Une émulation incroyable qui fascine encore aujourd'hui Hervé, le conservateur du musée de Barbizon. Alors là, nous arrivons devant le lieu le plus important pour l'histoire de Barbizon. Vous avez au-dessus de la porte encore le nom de Gane, qui est celui des propriétaires de cette maison au début du XIXe siècle. Et ce sont eux qui ont créé, à la demande des peintres, la première auberge pour pouvoir les abriter quand ils venaient séjourner dans le village. Dans la maison de Monsieur et Madame Gane, le temps semble s'être arrêté à l'époque des peintres paysagistes. Ah, voilà l'épicerie. La fameuse épicerie de Madame Gane, qui était effectivement une très modeste épicerie. Et c'est là que les artistes sont venus frapper et ils ont demandé au départ quelques provisions quand ils allaient travailler en forêt. Et je pense que progressivement, ils ont dû demander à Madame Gane si elle ne pourrait pas leur faire une omelette. Et puis après, peut-être qu'il y aurait un coin pour coucher. Et c'est comme ça que cette maison s'est transformée progressivement en auberge. Les modestes épiciers vont faire de leur petite échoppe une véritable institution artistique. Ici, les peintres se sentent bien et profitent des buffets généreusement arrosés. On ressent encore quelque chose de On aurait envie de cette s'attabler ambiance, et absolument, oui. d'attendre nous aussi qu'on nous serve le punch. Exactement. Cette joyeuse colonie de peintres va jusqu'aux années 1875 investir les lieux du sol au plafond. Des peintres sont passés par là. Tout à fait.
Et on a retrouvé sur les murs les traces de leur activité. On en a un exemple ici avec ce petit personnage à la veste rouge qui porte sur son dos tout l'attirail nécessaire pour aller peindre dans la forêt, un chevalet. Alors ça voulait dire en fait qu'ils ne travaillaient pas en atelier, qu'ils partaient dehors. Alors oui et non, c'est-à-dire que la grande nouveauté effectivement de ces artistes, c'est l'idée de voir la nature sur place, d'aller capturer les effets de composition des rochers, des arbres, les effets de lumière, les intempéries, etc. Mais ce sont des artistes qui travaillaient aussi en atelier dans un deuxième temps. Ce rassemblement d'artistes en Seine-et-Marne va donner naissance à un nouveau courant artistique, l'école de Barbizon. Internationalement reconnu, ce mouvement va même inspirer leurs successeurs, les impressionnistes. Au XIXe siècle, la bourgeoisie parisienne découvre les plaisirs de la villégiature et les sports nautiques en Seine-et-Marne. Les bords du fleuve prennent alors une toute autre allure. Marie-Françoise Laborde, architecte passionnée par la Belle Époque, accompagne Christiane pour une petite balade sur l'eau. Et même si le soleil n'est pas au rendez-vous, elle lui a promis un spectacle étonnant. Il faut les guetter parce qu'elles surgissent comme ça d'entre les arbres. Bon, c'est un peu aussi le propre de ces maisons de surprendre, donc il y a un côté laissez-moi me montrer. Et oui, oui. Derrière les arbres, quelques magnifiques façades de maisons apparaissent comme par enchantement pour les saluer. Ces grandes résidences bourgeoises sont surnommées les affolantes des bords de Seine. La plupart ont été construites à la fin du XIXe siècle par l'architecte Louis Perrin. C'est carrément devenu un terme générique dans la région qui désigne maintenant toutes ces maisons 1900 qui ont une architecture un petit peu affolante, décoiffante comme nous aujourd'hui, etc. D'accord. Les cheveux au vent, Marie-Françoise a sillonné pendant des mois ces bords de Seine, de Saint-Mamet à Seine-Port, pour étudier ces drôles de maisons et leur consacrer un livre. Alors celle-là en face, qui n'a pas de nom, Ah, elle est jolie. c'est une maison très classique construite en meulière, sur laquelle on a plaqué tout un tas d'éléments de décor. Il faut dire gothique un peu, oui. Alors il y a du gothique flamboyant, Ouais. il y a du néo-normand. En fait, on n'avait pas d'a priori. On n'avait pas d'a priori, on n'avait aucun complexe. Si on observe bien la maison, en fait, derrière, c'est une maison tout à fait classique, avec côté Seine, tout ce décor, alors que les trois autres côtés sont sans décor. Donc c'est vraiment paraître. C'est l'époque Paraître, de la bourgeoisie voilà. flamboyante qui acquiert le pouvoir et qui a un fort désir, effectivement, de représentation. D'accord. Si de l'extérieur elles épatent les visiteurs, de l'intérieur, la vue est tout aussi époustouflante. Marie-Françoise et Christiane ont le privilège ce jour-là d'être accueillies par l'un des propriétaires de la maison du Clos Barbeau. Bonjour. Bienvenue. Voilà, merci de nous accueillir. Le Clos Barbeau, construit en 1905, est l'une des plus impressionnantes réalisations de Louis Perrin. Je vous invite à la maison. Ah, c'est vraiment très Au gentil. Clos Barbeau. L'architecte s'est offert cette maison extravagante avec ses toits de chaume, ses colombages et une vingtaine de fenêtres toutes différentes. Aujourd'hui, l'immense résidence de l'architecte a été revendue en 7 parcelles et Francis est heureux de montrer son petit bout de paradis. Alors ici, c'est chez vous. Waouh. Donc, cette Très, partie très devenue en 2 sympa. pièces. Ah, la belle charpente. Vous avez conservé? Oui, tout à fait. Puis là, c'est le must Ah oui. de l'appartement. Le balcon et sa vue. Ah oui. Très joli. Allez-y, je vous en prie. Oh, c'est magique. Quelle vue. Chance extraordinaire. Là, la Seine à vos pieds. Un des plaisirs de la maison également, la vue. Si vous souhaitez partir à la rencontre de ces façades exubérantes, vous pouvez emprunter l'une des croisières en bateau au départ du port de Melun ou bien longer les bords de Seine à vélo.